Nous allons évoquer maintenant les dispositions de la toute nouvelle loi ALUR. Cette loi ALUR comporte des dispositions relatives à l'habitat participatif. Deux nouveaux types de structures à capital variable sont institués par la loi ALUR et destinés à fournir des logements à usage d'habitation principale. Il y a d'abord la coopérative d'habitants et ensuite la société d'attribution et d'autopromotion. Ces deux types de structures ont vocation à permettre de surmonter plusieurs obstacles que nous rencontrons dans les formes de société classiques. Ce que nous appelons par la suite les avantages communs, et elles ont par ailleurs des caractéristiques propres que nous verrons ensuite. Les avantages communs aux deux types de sociétés créées par la loi ALUR. Ce sont des sociétés à capital variable. Elles peuvent adopter l'une ou l'autre des formes, société civile ou société commerciale. Les futurs habitants sont associés au projet depuis le départ du processus de construction. La responsabilité financière des associés est toujours limitée à leurs apports, même en cas d'adoption d'une forme civile. Les personnes morales peuvent être associées, telle une société de HLM, avec un plafond de participation de 30%. L'ouverture est possible à des activités proposées aux associés et même à des tiers accessoirement. La possibilité aussi d'accueillir des locataires non associés et le fonctionnement de l'immeuble est régi par une charte à laquelle tout associé doit obligatoirement adhérer. Une garantie financière d'achèvement est prévue par la loi afin de protéger les associés et de permettre d'emprunter plus facilement. Toute structure actuelle ayant un objet conforme à celui défini par la loi ALUR pourra se transformer en l'une de ces deux sociétés. De nombreuses dispositions de la loi ALUR doivent être suivies de décrets d'application pour qu'elles puissent vraiment être mises en œuvre. Les caractères propres maintenant à chacun des types de structures. La société d'attribution et de promotion. La propriété de l'immeuble est soit celle de la société uniquement, soit elle est dévolue par lot à chacun des associés. À ce moment-là, on tombe quasiment dans le régime de la copropriété. L'acquisition des parts correspond à la valeur du logement et les contributions aux charges sont en proportion. Le logement est attribué soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, mais ceci est décidé dès le départ. Le choix du mode de décision est soit en proportion des parts détenues, soit à raison d'une personne, une voix. La coopérative d'habitants, cette société est seule propriétaire de l'immeuble, contrairement à la société d'attribution et de promotion. L'acquisition des parts sociales se fait à une valeur qui n'est pas nécessairement liée à la valeur du logement, et le logement est attribué en jouissance, toujours, et est assorti d'un paiement d'un loyer et de charges. Les décisions collectives sont prises à raison d'une personne, une voix. Les parts d'industrie peuvent rémunérer les apports en travail. Un contrat coopératif doit lier chaque habitant à la société. Des mesures antispéculatives sont prévues, de sorte que chaque associé sortant ne peut récupérer que ses apports d'origine majorés d'une indexation. Elle comporte aussi la possibilité de constituer des provisions pour travaux ou pour impayés, ce qui est un avantage évidemment au point de vue fiscal. Un mécanisme d'agrément des nouveaux entrants, acquéreurs ou héritiers, peut être prévu par les statuts. En conclusion, nous pouvons dire que la loi ALUR nous donne la perspective de structures beaucoup mieux adaptées à l'habitat participatif, bien sûr, en premier lieu, c'est-à-dire pour le logement, mais qui peuvent très bien être combinées avec d'autres structures dans un écoprojet. Évidemment, nous sommes toujours dans l'attente des décrets d'application,
mais ce sera un outil tout à fait performant, je pense, dans l'avenir. Donc nous sommes très attentifs à la suite des événements.